face à la réalité. Vous êtes lesbienne. Not all queer. Oh là là, c'est la décadence. Not all queer. La décadence. Not all queer. Et salut, c'est Scandale et je suis hyper ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode du podcast Not All Queer. Oh là 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 là, vous l'avez attendu depuis un petit moment, on va pas se mentir, mais le voici enfin, il était temps. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes copines. Bonjour Sacha, Rosalie, Slove. Bonsoir! Comment est-ce que tu vas, Sacha? C'est quoi ta météo du jour? Eh bien, grand soleil pour moi. Je suis en grande forme aujourd'hui et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un enregistrement de notre nouveau... Enfin, pour notre podcast, quoi. Ça commence bien. Et je suis aussi avec Coco Chapeau. Comment tu vas, Coco? Coucou, ça va bien, ça va bien. C'est quoi ta météo du jour? Beau soleil avec un peu de nuages de fatigue quand même, mais globalement, l'éclaircie. Ok, bon, vous êtes contente de revenir? Oui! Super. Bon, quant à moi, la météo du jour, c'est un après-tempête avec quelques nuages en résidus, mais toujours avec un soleil quand même qui existe derrière les nuages, on s'en souvient. Le soleil ne disparaît pas malgré les nuages. Il est juste un petit peu voilé, voilà. Bon, alors, déjà pour cet épisode, on vous prévient, on est en mode petit déjeuner. Si vous entendez des scrunch, voilà, ça va peut-être vous ouvrir l'appétit, on verra bien. Mais voilà, on est en mode chill. Et pour cet épisode, on a décidé que cette fois-ci, ce serait Coco Chapeau qui allait poser les petites questions et animer l'épisode. T'es toujours motivé, Coco? Bah oui. Voilà, on a un petit chat avec nous, vous l'entendez peut-être miauler, c'est Monsieur Pupkin, Oui. une des mascottes de Not All Queer. Voilà. Pour cet épisode, on a décidé d'aborder un sujet plutôt léger, Oui, très léger, très light. très light, étant donné qu'on va vous parler de santé mentale. Super. Yes, même le chat, il est prêt. Voilà. Parce que même les animaux peuvent avoir des petites névroses comme ça. Entre la névrose et la psychose, la santé mentale pose tout un tas de questions et c'est Coco qui va essayer d'animer ces questions parce que Sacha, on va pas se mentir, on va mettre un petit peu notre pudeur de côté pour cet épisode. Oui, exactement. On va se délivrer à vous de façon crue et à nu. Voilà, petit content warning, santé mentale. Tel des Carpaccio. Tel des Carpaccio, je n'ai pas compris. Coco. Pourquoi les Carpaccio, Sacha? Cru nu, je sais pas, ça m'a fait penser à Carpaccio. Bon appétit, donc. Voilà. Bon, moi, je vais attaquer mes petits croissants et Coco, je te laisse la parole pour démarrer les petites questions que tu as préparées. Et oui. Aujourd'hui, donc, on va parler de santé mentale avec Sacha et Scandale. Alors, première petite question un peu générale. Pourquoi le sujet de la santé mentale est-il important pour vous? Alors, Scandale? Ah, vaste question. Dans mon cas, je pense que si la santé mentale et le fait d'en discuter revêt une telle importance, c'est parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est un sujet qui n'a pas toujours été mis sur la table. Je sais qu'il y a déjà, il y a encore 5 ans par exemple, c'est des choses dont on parlait assez peu. Le fait de ne pas être sensibilisé très tôt aux difficultés autour de la santé mentale, ça pose un vrai problème, surtout quand on est concerné par certains soucis. Le fait de ne pas être sensibilisé, ça fait qu'on n'a pas du tout les outils, les concepts pour appréhender tout ça, pour comprendre ce qui nous traverse. On a énormément de mal à se connaître soi-même, mais on a aussi énormément, par moments, de mal à comprendre le comportement des autres, qui peut parfois nous échapper un petit peu.
Donc voilà, je pense que c'est super important d'en parler. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment davantage abordé et je pense que c'est vraiment très bien. Et toi, Sacha, t'en penses quoi? Bah oui, effectivement. Après, c'est vrai que le sujet de la santé mentale a toujours été très tabou. C'est des sujets dont on a eu du mal à parler il y a encore quelques années. Petit à petit, ça devient un peu plus sujet de discussion. Mais c'est important d'en parler, c'est important d'ouvrir la parole et de Conscientiser? conscientiser. Merci. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça. Ok, merci. Comment, du coup, parce qu'on voit dans ce que vous dites que c'est un sujet qui vous tient à cœur, parce que en tant que personne concernée, et donc à quel moment ou de quelle manière comment dire, ça s'est justement conscientisé chez vous, le fait qu'il y ait cette question de la santé mentale qui vous concerne directement. Sacha? Bah, je dirais que j'y ai été confrontée de façon très frontale il y a quelques années. Enfin, je dois dire que ma santé mentale s'est dégradée de façon exponentielle, je dirais, il y a de ça quelques années, quand j'avais 21 ans, 20-21 ans. Je m'y suis confrontée assez frontalement. J'ai vécu des relations très compliquées, on va dire, qui m'ont mis effectivement en face de mes propres, de mes propres démons, de mes propres insécurités. Et j'ai dû dealer avec. J'ai entrepris effectivement un cheminement, un chemin pour travailler sur tous ces traumas et toutes ces choses qui me torturaient de l'intérieur. J'ai été suivie par psychologue, psychiatre. J'ai eu de lourds traitements. Je suis passée par le service psychiatrique, l'HP. Ça a été tout un processus. Aujourd'hui, je suis fière de me dire au clair avec moi-même et en sérénité avec moi-même. Mais oui, j'ai connu ma petite période, on va dire, où j'ai été confrontée directement à la question de santé mentale. Et pour toi, Scandale? Oh yeah. Déjà, j'aimerais exprimer le fait que je compatis beaucoup avec Sacha, parce que comme je le disais, c'est des questions qui se posaient très peu il y a quelques années, et quand on y a été confronté il y a quelques années, Sacha, je pense que c'était pas forcément évident de comprendre ce qui se passait pour toi, de savoir t'y retrouver, de communiquer là-dessus, donc voilà, je suis en empathie avec toi. Dans mon cas, comment est-ce que ça s'est présenté à moi? Déjà très difficilement, je pense. Euh, il se trouve que ma personnalité depuis la fin de l'adolescence s'est construite de façon assez chaotique et déstructurée. Et je m'apercevais pas du tout pendant très longtemps que j'étais mentalement troublé, on va dire. Ça a été un cheminement extrêmement long malgré que de nombreuses personnes m'aient averti sur les désagréments que pouvaient causer certains de mes comportements, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et quand on connaît pas vraiment la thématique de la santé mentale, quand on voit pas ce que ça recouvre, ben on peut s'imaginer que les émotions qu'on ressent, les perceptions qu'on a sont tout à fait légitimes, on les remet pas en question, on n'installe pas une vigilance là-dessus. Et voilà, moi ça a été une prise de conscience extrêmement récente. Bon, je mets ma fierté un petit peu de côté pour le dire. Si Not All Queer a mis autant de temps à revenir, c'est que j'étais pendant près de 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc c'est une question qui s'est imposée à moi très récemment, une prise de conscience qui a été extrêmement compliquée. Parce que pendant longtemps, j'étais persuadée que mon instabilité n'en était pas une, que ce que je ressentais de façon aussi intense, tout le monde vivait les choses comme ça, et donc ça entraînait un certain aveuglement sur moi-même et un certain jugement vis-à-vis des autres aussi. Donc ça a été un cheminement extrêmement long, une remise en question extrêmement douloureuse, parce qu'il a fallu que je revoie un peu tout mon parcours sous un nouvel œil, quoi. Voilà. Merci.
Donc, ouais, si je comprends bien, c'est compliqué parce qu'on se rend pas forcément toujours compte, on n'a pas forcément le recul qu'on va mal, que la santé mentale est fragilisée ou même que ben, tout simplement ça ne va pas, qu'il y a des troubles ou autre. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit à ce moment-là, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Enfin, une espèce de point de rupture qui fait que vous êtes mis en mouvement pour prendre soin de votre santé mentale, que vous preniez cette problématique à bras-le-corps. Sacha? Bah pour moi, ça a été ma première relation amoureuse, hein, je dois vous dire. Euh, j'ai vécu une rupture très compliquée. Et ça a refait surface en fait tous mes traumas que j'ai enfuis effectivement de mon passé, des choses dont je n'étais absolument pas confrontée au préalable, des choses dont je ne me rendais même pas compte en réalité. Tout ça a refait surface et j'ai très 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 mal géré toutes ces émotions. Au début, je ne comprenais pas, je n'y croyais pas en fait. Je pensais réagir comme toute personne qui venait de se faire plaquer. Sauf que avec le travail sur moi, j'ai compris petit à petit, alors clairement pas tout de suite, hein, ça c'est clair, mais j'ai compris qu'en fait tout ça remontait de traumas dans mon enfance. J'étais quelqu'un de très dépendante affectivement. Et c'est vrai que je voulais pas le confronter, je voulais pas affirmer que c'était le cas parce que pour moi c'était normal et c'est comme ça que tout le monde réagissait. Mais non, non, en fait, j'avais besoin de travailler sur moi. Au final, je suis reconnaissante d'être passée par là, par tout ce mal en fait, parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur la situation et de pouvoir commencer un travail sur moi-même. Ça a pris beaucoup de temps, je vous le cache pas, ça se compte en années. Et ce n'est que récemment que j'ai réussi à mettre les pièces du puzzle à leur place et que petit à petit j'arrive à comprendre le pourquoi du comment j'ai réagi comme ça. Ça m'a valu effectivement des années de psychanalyse, de traitement et d'HP, mais, aujourd'hui, le travail a été fait. Bon, enfin, il y a encore un peu de travail, hein, je vous le cache pas. On n'en est jamais vraiment sorti de tout ça. Surtout des choses qu'on ne réalise peut-être pas forcément sur le moment. Mais j'y travaille dessus au quotidien. Ouais. Merci. Et scandale? Comme j'ai dit, moi ça a pris du temps, hein, la prise de conscience. Je pense que j'ai été contraint à réaliser les choses parce que je pense que dans mon cas, ce qui a été le déclencheur de la prise de conscience, ça a été la perte de l'autonomie. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où j'étais plus autonome, j'arrivais plus à me gérer moi-même, je devenais même ingérable pour les autres. Vu que j'avais une vraie incompréhension de ce qui se passait en moi et du chaos intérieur que je pouvais ressentir, bah voilà, ça a été des mécaniques très peu saines en fait pour gérer ça, des mécaniques d'addiction, que ce soit à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. La façon que j'avais de gérer ça en fait, c'était vraiment de me foutre par terre, de chercher à tout prix ne pas avoir à penser, anesthésier le plus possible mes émotions et mes ressentis. Le problème étant qu'au bout d'un moment, ça ne fait que les faire ressortir de façon encore plus intense et on s'enferme très très rapidement dans des choses très très délétères. Donc voilà, dans mon cas, ça a été un peu contraint parce que après 2 passages aux urgences dans des situations quand même assez compliquées, c'est le chef de clinique de l'hôpital psychiatrique qui m'a gentiment expliqué que bah là, ce serait peut-être bien de passer par une hospitalisation. Hospitalisation qui a été très compliquée, 2 semaines de sevrage, puis 1 mois et demi en psychiatrie générale. Et c'est vraiment là que, à force que les médecins décortiquent ma vie et analysent mes comportements, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème. Cette prise de conscience, elle a pu avoir lieu qu'une fois que j'avais
abandonner toutes les substances qui en fait me brouillaient complètement le cerveau et qui m'empêchaient d'avoir un retour clair sur moi-même. Il fallait déjà que je prenne un petit peu voire beaucoup, de distance avec ça pour avoir le sentiment de me réveiller et de pouvoir réfléchir à tout ça. Donc la prise de conscience a été très compliquée, mais elle s'est faite comme ça. Merci à vous. Pour continuer là-dessus, sur ce sujet, donc là on vient de parler de la prise de conscience, qui a été, de ce que je vois, enfin de ce que je comprends, compliqué, et je pense il y a de ça de commun chez vous. Une fois que la prise de conscience s'est faite, qu'est-ce qui a été mis en place par vous, ou par d'autres personnes, ou, enfin voilà, comment les choses se sont mises en place pour justement entamer un chemin de guérison et de prise en charge de votre santé mentale. Comment vous y êtes pris, comment ça a été vécu? Scandale? Oui, moi déjà je crois qu'il faut être humble sur le thème de guérison. Est-ce qu'on guérit vraiment de façon totalement complète et aboutie de certaines pathologies mentales? Moi, pour le moment, je resterai humble. Je parlerai plutôt avant de guérison, de soins. Voilà. Pour se soigner, moi je crois que la première difficulté, c'est d'accepter de se regarder en face, quoi. C'est d'accepter vraiment de déconstruire toutes les petites vérités qu'on s'est racontées sur nous, toutes les croyances qu'on a pu avoir sur nous quand on pensait que tel ou tel comportement n'était pas un problème, de penser qu'en réalité on gérait, on était toujours aux manettes. La première chose dans le soin de soi, c'est de remarquer qu'on a besoin de se faire soigner, et c'est vraiment le plus compliqué. Et une fois que ce regard intérieur est éclairci, ça règle pas tout. C'est au contraire le début de tout. Dans mon cas, ça a été le début d'un vrai combat intérieur, d'une vraie lutte, une remise en question totale de mes comportements, de mes perceptions, de tout ce que je pouvais envisager au quotidien pour comprendre mon environnement en fait. Donc le soin de soi a démarré par là. Et là où il faut pousser encore un petit peu l'humilité, je pense que Sacha sera d'accord avec moi, elle va nous le dire après, mais arriver à un certain stade, l'idée qu'on puisse s'en sortir seul, sans aide, est une idée folle. C'est une idée complètement folle. Quand on arrive au fond du trou, on n'a pas d'autre choix que d'accepter les mains tendues. Et là, je crois que c'est ça qui a été déterminant dans mon cas, c'est d'accepter d'avoir besoin d'aide en fait. Sacha? Oui, effectivement. Et puis, avant de mettre des choses en place, c'est surtout la prise de conscience. Moi-même, je dirais que la prise de conscience est venue après avoir mis des choses en place, puisque j'ai été forcée à mettre des choses en place, justement, puisque mon ex, du coup, à l'époque, m'avait envoyé chez les psychologues, m'avait envoyé également en HP, puisque, alors attention, trigger warning, mais j'avais effectué plusieurs TS. Donc oui, effectivement, moi, la prise de conscience n'a pas été tout de suite, mais j'ai été plongée dans une spirale qui m'a amenée vraiment au bout, tout au fond. Je ne savais plus comment m'en sortir, malgré mes séances de psychanalyse, mon petit voyage en HP. Je vous avoue que j'étais encore dans l'idée que c'était une mauvaise phase et qu'il n'y avait pas réellement quelque chose qui clochait avec moi. Je voulais pas voir la vérité en face. C'est seulement bien après que j'ai compris tout ce qui n'allait pas et tous les traumas qui m'empoisonnaient la vie, hein, et auxquels je devais faire face et travailler dessus. Mais comme dit, j'ai été forcée dans tout ça. J'ai été sous traitement. À côté, j'ai essayé de compenser avec le vide, avec de l'alcool, avec de nombreuses conquêtes nocturnes. J'ai essayé de compenser ce trou que je ressentais en moi. Et ça a été un long chemin avant que je mette réellement des choses par moi-même en place pour aller mieux, tout simplement. Mais il a fallu que je prenne conscience et que je mette sur la table le fait que non, ce n'est pas normal, c'est pas tout le monde qui passe par ça.
il faut que je deal avec ce qui m'a toujours travaillé. Et il fallait que j'accepte d'y faire face. Alors, peut-être qu'effectivement le passage avec la psychanalyse, les psychologues, psychiatres, l'HP, les traitements m'a aidé, mais ça a été beaucoup de motivation personnelle. Et c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile de se réveiller le matin et de se dire bon, stop, on va arrêter de se mentir. Maintenant, on va travailler sur ce qui te pose réellement problème, ce qui te met dans cet état-là. Et pour être honnête, personnellement, j'ai fait le plus gros du travail en faisant une psychanalyse de moi-même. Parce que une fois que j'en ai fini avec l'HP, que je suis sortie de mon plein gré, j'ai décidé d'arrêter tout traitement, toute psychanalyse, plus de psychiatre, plus de psychologue. Et j'ai travaillé sur moi-même, par moi-même. Et je le conseille pas forcément à tout le monde, hein, parce que c'est pas facile, mais c'est comme ça que moi j'ai réussi à aller de l'avant. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit quand tu parlais de tes ex-relations qui t'ont poussé à avoir des psys et tout ça. Je pense qu'on sous-estime souvent le fait que les autres peuvent être un vrai miroir dans ces questions-là. Encore faut-il avoir l'humilité d'essayer de prêter attention à ce qui nous est dit. Je sais que dans mon cas, c'est ce qui a été le plus compliqué. Ça faisait un moment que, notamment, une de mes relations m'expliquait que bah voilà, j'étais violent, j'avais des colères incontrôlée ou que d'un coup mon humeur pouvait changer. Moi, je m'en apercevais pas du tout. J'ai pas du tout écouté. J'ai pas du tout estimé que j'avais besoin d'aide. Bah voilà, en fait, si des gens autour de vous, personnes qui nous écoutez, vous expriment le fait qu'elles trouvent que vous avez besoin de vous faire aider, bah, il faut avoir un peu de discernement déjà pour voir si c'est pas une forme de gaslighting, si c'est des relations un peu toxiques où on essaye de faire croire que vous avez un problème alors que c'est pas le cas. Mais si ça vient de plusieurs personnes qui vous expliquent que bah, là vous avez peut-être besoin d'aide, bah voilà, faut savoir un petit peu accepter que l'autre peut être aussi un miroir. Merci pour vos retours. Je trouve ça intéressant. Justement, là, on passe, on bascule dans l'après, une fois qu'on a pris conscience et que, on va dire qu'il y a eu cette part d'acceptation, cette première étape. Et j'ai l'impression que c'est aussi là que vos chemins se séparent, entre guillemets, où du coup, ce que tu nous disais, Sacha, c'est que pour toi, ça a été un chemin plutôt personnel, d'introspection. Et pour toi, Scandale, il y a aussi ce travail-là, mais qui est aussi accompagné par le corps médical. Je trouverais ça intéressant d'avoir vos retours là-dessus, sur concrètement, qu'est-ce qui, dans ces chemins-là, vous a aidé ou continue de vous aider? Est-ce qu'il y a des choses pratico-pratiques ou est-ce qu'il y a des choses plus sur du long terme? Enfin, voilà, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qui se met en place une fois qu'on a accepté que sa santé mentale ne va pas bien, qu'il faut en prendre soin et qu'il faut sortir des schémas dans lesquels on est? Comment ça s'est traduit chez vous? Comment ça s'est effectué? Sacha? Bah comme dit, moi ça a été tardivement que je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire un travail sur moi. Mais vu que j'ai eu mon principal gros point qui a été très dur à travailler, ça a été la dépendance affective. Comme dit, je me donnais dans mes relations tout corps, tout âme. Et je me suis mise à être isolée en fait de mon entourage proche. Et le fait de reconnecter avec mon entourage, d'ailleurs mes deux très chers amis ont été là pour moi justement à ce moment-là. Et je suis tellement reconnaissante de vous avoir retrouvée à ce moment-là. C'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule. Et j'ai dû me reconstruire. Ça a été clairement pas facile. Vraiment pas facile. Mais moi, ce qui m'a aidée, c'était de m'entourer de personnes. Me retrouver moi seule. Et il n'y a que comme ça que j'ai réussi à me psychanalyser. Mais c'est qu'une fois que je me suis rendue seule, je me suis retrouvée seule, effectivement,
que j'ai pu commencer à y réfléchir, à ce pourquoi je me retrouvais là, à ce stade de ma vie. Pourquoi je réagissais de cette façon quand on m'abandonnait, quand je me retrouvais seule et sans intérêt auprès de qui que ce soit. Ça remonte, moi, pour mon cas, à l'enfance, hein, je vous cache pas, mais comme tout d'ailleurs, comme tout le monde. Mais oui, ce qui m'a aidée et ce qui m'a soutenue, c'était mon entourage, puisque effectivement j'ai arrêté net avec tout traitement et psychanalyse de psychiatre et psychologue. En fait, si je comprends bien, c'est en fait, tu as assaini par une introspection vis-à-vis de toi, le rapport que tu avais à toi-même et des traumas, etc. Et ce travail a été poursuivi et a pris d'autant plus quand tu as pu t'entourer, d'avoir un entourage qui te soutenait, qui t'aidait dans cette démarche-là. Exactement, oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et mon rapport aux autres a littéralement changé depuis que j'ai pris conscience de tout ça. Mais comme dit, ça a été un long cheminement. Un long cheminement. Merci. Et pour toi, Scandale ? Déjà, j'aimerais rebondir un peu sur la façon dont tu as présenté les choses. Je suis pas certaine que les chemins de Sacha et moi se soient autant séparés dans la façon d'aborder les choses, pour la simple et bonne raison que on a beau être aidé, on a beau être suivi, on a beau être médicamenté, le travail, c'est toujours un travail qu'on fait seul, un travail intérieur. Quand bien même on est accompagné pour le faire, l'isolement dont parle Sacha, je ressens totalement le sentiment de solitude, quand bien même on est accompagné, quand bien même on est aidé, quand bien même on est médicamenté, il est réel. Il y a toute une partie de nous, quand on a un état mental chaotique, qui est fondamentalement seul. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Il y a toute une partie de nous qui est totalement incommunicable. On est toujours seul à savoir comment on se sent vraiment. Parfois, même pour soi-même, réussir à avoir un retour sur la façon dont on se sent, c'est déjà difficile. Alors vous imaginez bien que pour que les autres aient totalement accès à nous, ça c'est totalement illusoire. Il faut vraiment accepter cette idée que la démarche, on la fait seule et qu'elle nécessite qu'on fasse notre part, quand bien même on est aidé. C'est là qu'on livre bataille avec nous. C'est là que par moments c'est extrêmement difficile. Comme Sacha, je suis vraiment passé par des phases où la question qui se posait, c'était vraiment, mais est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ? Est-ce que j'ai les outils pour continuer ? Est-ce que vraiment je pense pouvoir m'en sortir ? Quand on est au fond du gouffre, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. On voit pas du tout les moments de remontée. On s'imagine pas que ça peut aller mieux. Donc voilà, c'est vraiment, on est confronté face à soi et on est terriblement seul malgré les accompagnements qu'on peut avoir. Et je pense que dans le cas de Sacha comme du mien, on s'aperçoit que c'est pas des parcours linéaires, les parcours de soins. C'est des moments où, bien sûr, ça va un peu mieux, on est un peu plus lucide, et puis c'est des moments où ça retombe et il faut accepter que on est replongé dans tout ça, et c'est super fatigant, c'est épuisant, et j'insiste sur le fait que quand bien même on est aidé, c'est toujours une démarche intérieure, et que dans cette démarche, on est seul. Voilà. Et ça, si j'insiste là-dessus, c'est pour aussi que les personnes qui ont dans leur entourage des gens qui ont des problèmes de santé mentale comprennent cette solitude, comprennent que en réalité la personne est seule face à elle-même et qu'il y a toute une partie d'elle qui nous échappe, qu'elle constituera toujours un mystère, et ce mystère il faut le respecter, sinon on est hyper intrusif et c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon. Avec quelles sont du coup quelles sont les difficultés qui se posent justement sur ce rapport aux autres et à l'entourage ? Scandale ? Si je m'appuie sur mon exemple personnel, moi je trouve ça super difficile de communiquer. Je suis quelqu'un qui a toujours pris le parti de pas accepter que j'allais mal en fait. Donc réussir à verbaliser « je ne vais pas bien », c'est déjà tout un travail. C'est d'autant plus un travail quand on a l'impression que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, étant donné que quand on passe son temps à masquer, quand on passe son temps à se mentir à soi-même, quand on passe son temps à se présenter comme quelqu'un de stable, etc., les personnes ne sont pas forcément prêtes à percevoir et à entendre qu'on va pas bien.
D'autant plus que quand on communique là-dessus, et je pense que Sacha pourra peut-être être d'accord avec moi là-dessus, tu nous le diras, mais le retour qu'on a, il est compliqué à gérer aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que à ce moment-là, leur rôle, c'est de donner conseil. C'est d'essayer de donner leur avis sur la situation. Alors vous comprenez bien que les personnes qui nous voient, mes amis par exemple, quand on me voit, on va se voir quelques heures dans la semaine, ou à la limite une petite heure, une fois tous les jours, ou ce genre de choses. C'est très facile quand on va pas bien, pendant quelques heures dans la semaine, de donner l'impression que tout va bien, de se collecter un petit peu mentalement, et de donner une image. Donc forcément, déjà, pour communiquer là-dessus, les autres se rendent pas compte, parce que c'est facile de masquer. Mais une fois qu'on arrive à le verbaliser, moi j'ai souvent eu le sentiment que j'étais face à des personnes qui allaient me donner des conseils, me donner leur opinion. Je me retrouvais soumis à un discours dans lequel je me retrouvais pas forcément. On me disait bah voilà, c'était comme ça, c'est à cause de ça, tu dois travailler là-dessus et tout. Moi je crois que la communication se ferait beaucoup plus simplement si les personnes à qui on s'ouvre étaient simplement dans l'écoute. Pas dans le jugement, pas dans le conseil, pas dans l'opinion, mais déjà dans l'écoute. En disant à la personne, écoute, moi je peux pas comprendre vraiment ce qui te traverse, je peux que le respecter et t'encourager à faire ce qu'il faut pour te sentir bien. Voilà. Je pense que si déjà ce préalable est là, la communication devient possible. Une partie de la communication devient possible. Mais tant qu'on est face à des gens qui s'imaginent qu'on attend d'eux des conseils, alors qu'en plus ils sont pas qualifiés pour conseiller, là ça devient très compliqué. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, il est déjà dur de laisser tomber le masque, de se mettre à nu et avoir un retour presque moralisateur, voire en jugement. Moi, c'est vrai que je l'ai caché pendant très longtemps et je portais le masque justement. Et quand ça s'est su, en fait, ça a été un peu au point vraiment le plus bas. Ma famille l'a su un peu sous la surprise après une énième TS. Et tout le monde est tombé un petit peu des nues parce que je ne laissais rien transparaître. Ça a été dur pour eux. Ils ont essayé de me soutenir au mieux qu'ils ont pu. Mais c'est vrai que certains propos ont été peut-être un petit peu maladroits, je dirais, de leur part. Ma maman, que j'adore, mais qui n'est jamais vraiment passée par des périodes aussi intenses, je dirais, me disait prends des vitamines, du magnésium, ça ira mieux. c'est le genre de conseil qu'effectivement, quand vous êtes dans cet état de dépression intense, que vous avez l'impression de vous débattre dans une mer de glu noire et que vous n'arrivez plus à vous en sortir et que petit à petit vous coulez tout au fond, prendre des vitamines et du magnésium, c'est vrai que c'est... Après, je sais que de sa part, c'était maladroit et que tout ce qu'elle veut, c'était mon bien-être. Mais c'est pas forcément facile de le partager et d'en parler avec les autres. Et moi, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir en parler avec des personnes qui passaient par les mêmes stades que moi. Ça a été une aide comme ça a pu me sombrer davantage parce qu'on n'est pas forcément les plus motivants et les plus supporters quand on est dans cet état d'esprit. Moi, si je peux ajouter un truc à ce que tu dis, parce que ça résonne beaucoup en moi, je crois qu'on s'aperçoit vite que les gens autour de nous, quand on va mal, s'improvisent psychiatres. Voilà, c'est d'un coup, on est entouré de plein de psychologues qui y vont de leur petit diagnostic. Qui est enfin voilà, moi, on m'a déjà sorti des trucs très étonnants. C'est d'autant plus difficile au moment où on est dans une démarche médicale et thérapeutique, où on commence à avoir de la part de professionnels de santé des éléments de réponse, et que ces éléments de réponse se voient totalement remis en question aux personnes à qui on les présente dans notre entourage. Voilà, c'est déjà tellement difficile de faire confiance à un professionnel de santé dans les mains de qui on remet notre santé mentale. C'est difficile d'avoir confiance dans les diagnostics qui nous sont proposés.
C'est difficile d'avoir confiance dans le traitement qui nous est proposé. Ça demande vraiment une posture intérieure pour établir cette confiance. Alors quand l'entourage vient ébranler ça, mais ça peut pas aider, quoi. C'est même très déstabilisant, parce que ça vient complètement fragiliser les essais qu'on fait pour essayer d'être en confiance avec les aides qui nous sont proposées, quoi. Donc ça, il faut que les personnes soient vraiment conscientes de l'impact qu'ils ont, conscients et conscientes de l'impact qu'elles ont sur les personnes qui traversent ce genre de difficultés. Voilà. Merci. Donc, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Scandale, sur un point qui se développe également de plus en plus aujourd'hui que la santé mentale est un sujet plus abordé. C'est la question du diagnostic et donc aussi de l'autodiagnostic, où on voit beaucoup d'informations et de prise de parole sur ces questions-là. Quel est votre rapport, quelle est votre réflexion sur la question du diagnostic et de l'autodiagnostic? Scandale? Oui. Moi, je suis pas tout à fait à l'aise avec ce qu'on entend habituellement par l'autodiagnostic. L'idée qu'on puisse soi-même s'improviser professionnel de santé pour affirmer une sorte de diagnostic clair et stable, c'est une idée avec laquelle il faut au moins être un peu prudent et prudente. Établir un diagnostic, ça nécessite de comprendre la totalité des symptômes, de décortiquer la vie de la personne pour comprendre d'où ces symptômes peuvent émerger. Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est dû à des traumas? Est-ce que c'est dû à un certain développement de la personnalité dans ces traumas? Est-ce que c'est dû à des problèmes chimiques, cérébrales? Voilà. Déjà, des symptômes, ça peut rentrer dans plusieurs cases. Ensuite, une fois qu'on a essayé de balayer le plus gros des symptômes, il faut les rapporter à des catégories pathologiques, qui ne sont pas des catégories aussi rigides qu'on l'imagine. On l'envisage aujourd'hui beaucoup sous forme de spectre, mais il y a des catégories types qui permettent de situer la personne. Un trouble de l'humeur, ça peut intervenir dans quelque chose de bipolaire, dans quelque chose qui peut se rapporter à des troubles de la personnalité, dans des stress post-traumatiques. Donc, un même symptôme peut être ramené à différentes causes. Si on ne connaît pas exactement les causes, on ne sait pas comment traiter le truc. Donc, une fois qu'on a l'ensemble des symptômes et qu'on a une ébauche de diagnostic, les professionnels de santé vont faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel, c'est justement exclure les pathologies possibles pour tomber le plus précisément possible, sans pouvoir jamais affirmer clairement les choses, mais essayer au moins de les caractériser au mieux en excluant les pathologies dont on s'aperçoit qu'en réalité, c'est pas tout à fait celles qui sont en jeu à ce moment-là. Le diagnostic, il est essentiel pour le patient ou la patiente pour savoir après où doit se faire le travail intérieur, sur quoi on doit déployer une certaine vigilance. Maintenant, l'autodiagnostic, après je te laisse la parole Sacha, hein. Maintenant, l'autodiagnostic, moi je parlerai plus d'une recherche intérieure. Moi je crois que l'idée d'essayer de trouver soi-même ce qui cloche, ça par contre c'est très sain. Ça fait partie du travail qu'on a à faire. Et par moment, on peut proposer à des professionnels de santé les idées qu'on a. Tiens, j'ai l'impression que je suis plus concerné par ci ou ça. Ça peut vraiment servir de base. Mais l'autodiagnostic n'est jamais suffisant par lui-même, c'est mon avis. Voilà. Alors c'est très exact ce que tu as dit, Scandale. J'ai rien de plus réellement à rajouter à ça. Par contre, je voulais rebondir sur le sujet de l'autodiagnostic, justement, sur un autre aspect qui, je trouve, est important d'en parler, car ça fait quelques années maintenant qu'on voit un peu l'essor des troubles mentaux sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui sont de plus en plus parlées, mais malheureusement, je trouve pas forcément tout le temps de façon juste, car on peut presque
y voir comme un effet de mode. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué moi dernièrement parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux monter l'essor des maladies mentales et des troubles mentaux dans un but précis, c'est de faire des vues, faire de la visibilité si vous voulez, mais dans un sens pas forcément sain. Et je trouve ça triste parce que au lieu de montrer les troubles mentaux et d'en parler de façon sérieuse et posée, bah, c'est vrai que ça tourne à la dérision en fait. Et juste pour une histoire de vues et de likes, des gens vont s'auto-diagnostiquer atteints de troubles mentaux, alors que en réalité, voilà, on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux, des troubles schizophrènes, plein de choses qui sont parfois mises en spectacle en fait, tout simplement, et je trouve que ça fait perdre en fait de la crédibilité par rapport à ces sujets qui sont quand même sérieux et lourds et durs à vivre au quotidien. Ça fait tourner le tout presque sur une blague juste pour une histoire de vue. Et je trouve ça dommage. Alors je me permets juste de réintervenir là-dessus. C'est une question super compliquée. Effectivement, on voit de plus en plus des personnes qui observent un petit peu des particularités, des singularités qu'elles ont, et qui essayent de ramener ça à des pathologies mentales. Ce qui peut effectivement être très ennuyeux quand on voit à quel point ces choses-là en réalité nous font sombrer dans une souffrance incroyable et un chaos incroyable, et que des personnes que des personnes puissent afficher ce genre de choses sur les réseaux sociaux de façon très légère, en parlant très légèrement et en ne percevant pas le tragique et le drame qui se joue intérieurement chez les personnes vraiment concernées. C'est un peu pénible. Maintenant, il faut aussi rappeler que le parcours médical, c'est un parcours du combattant. C'est extrêmement fatigant. C'est très compliqué de trouver des thérapeutes vraiment qualifiés. Moi, je suis déjà tombé sur des psychiatres qui m'ont fait prendre des médicaments qui n'étaient pas du tout adaptés, parce qu'on m'a fait un diag en 2 séances en me disant bon bah voilà, en fait c'est ça. Prends tel médicament et tu verras, ça va aller mieux. Dans mon cas, ça m'a précipité encore plus bas que terre, parce qu'un traitement qui n'est pas adapté peut avoir vraiment des conséquences très néfastes. Donc voilà, c'est un parcours du combattant. Dans ce parcours du combattant, c'est compréhensible que des personnes qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les ressources pour obtenir à un moment donné un diagnostic fiable, passe par la voie d'une forme d'autodiagnostic pour essayer de s'y retrouver. Moi, c'est quelque chose qui me choque pas tant que ça et que j'arrive à rattacher à certaines situations sociales aussi compliquées. Maintenant, c'est simplement qu'il faut être vraiment prudent avec ça. Dans mon cas, j'ai commencé à avoir une ébauche de diagnostic sérieux au bout d'1 mois et demi d'hospitalisation, parce que les médecins eux-mêmes étaient très prudents sur ce qu'ils pouvaient aborder. Et d'ailleurs, ils voulaient pas nécessairement le verbaliser pour pas que je me sente enfermé dans une case, mais c'était au bout d'1 mois et demi où on m'a observé vraiment 24 heures sur 24, on a décortiqué ma vie, c'était des thérapies parfois 3-4 heures par jour, où on est mis face au psychiatre, où on doit et on est observé par tout le personnel soignant et tout. C'est vraiment une ébauche de diagnostic. Ça s'appuie sur un processus qui est très long. Et je comprends que des personnes n'aient pas la possibilité d'accéder à ce processus-là, en fait. À ce moment-là, la voie de l'autodiagnostic me paraît sain, à condition de ne pas vouloir comparer un autodiagnostic avec la fiabilité d'un discours d'une personne qui médicalement est qualifiée. Le fait d'avoir une recherche intérieure pour comprendre ce qu'on est et ce qui nous traverse est très sain. Avoir un petit peu de prudence sur tout ça me paraît très sain aussi. Merci beaucoup pour vos retours. Je vais rebondir sur la fin de ton intervention, Scandale, pour changer un peu de sujet. Tu as parlé de l'hospitalisation, et toi aussi, Sacha. Comment, si vous voulez bien en parler, comment vous avez vécu
cette hospitalisation? Et aussi, comment ça s'est passé ensuite à la sortie de l'hospitalisation? Alors pour ma part, j'ai été un peu placée en hospitalisation, alors pas de force puisque j'étais d'accord avec ça, mais ça n'a pas été une volonté de ma part, mais plutôt une proposition de mes proches. Alors c'est vrai que l'hospitalisation, je me suis retrouvée tout d'un coup dans un espace avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, des horaires de repas, des horaires de coucher. C'était étrangement assez rassurant pour moi, qui vivais dans un chaos total depuis plusieurs mois. C'est vrai que j'étais suivie par un psychiatre et que j'étais sous traitement, mais malheureusement pour ma part aussi, j'ai eu un traitement qui ne me convenait pas. J'ai été surdosée, comme une jument. Et je me retrouvais en fait sur le reste de mon séjour à l'HP comme un légume en fait. J'étais bourrée d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères. Et littéralement, j'étais un légume, hein. Je marchais dans les couloirs, je me cognais contre les murs. Quand je parlais, je perdais le fil des mots. Je devais réfléchir à ce que je disais, ce que je faisais. C'était assez compliqué pour moi. J'ai rapidement ressenti le besoin de devoir sortir parce que je me voyais déjà rester plusieurs mois là-bas et perdre en fait, perdre ma petite étincelle, Enfin, je me sentais devenir petit à petit un légume, juste une patiente en fait, dans ce service psychiatrique. J'ai rencontré pourtant des personnes qui étaient présentes depuis des années et qui étaient suivies depuis des années. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin de sortir très rapidement parce que je me sentais pas forcément au plus mal dans ma dépression parce que traitement justement, mais comme insensibilisée. Et j'avais peur de ça. J'avais peur de devenir une coquille vide. Et c'est ce que je ressentais être petit à petit là-bas. Donc, pour ma part, je suis ressortie après quelques mois et c'est effectivement à partir de là que j'ai décidé d'arrêter tout traitement du jour au lendemain. Ce qu'il ne faut pas faire, ne le faites pas. Parce que vous allez avoir un gros effet de sevrage et c'est vraiment pas fun. Ne faites pas ce que j'ai fait. Mais moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout arrêté, traitement et également psychologue, psychiatre, toute psychanalyse. Et j'ai décidé de m'en sortir moi-même. La question de l'hospitalisation, elle est difficile parce que on peut pas la généraliser. Selon les cliniques où on est, selon les services où on est, selon les personnes qui nous accompagnent, parmi les patients et patientes que j'ai pu côtoyer pendant près de 2 mois, certaines personnes étaient déjà passées par des hospitalisations qui avaient été très mal vécues. J'ai eu l'immense chance de tomber dans un service pour lequel j'exprime énormément de gratitude avec des soignants, des soignantes qui font un travail incroyable, quand bien même c'était dans le public, avec les petits moyens que ces personnes avaient. Ces personnes essayaient vraiment de faire au mieux, des médecins qui continuent de me suivre et qui me semblent vraiment très très compétents. Une hospitalisation, c'est compliqué. C'est un peu les 12 travaux d'Hercule. Travailler sur soi tous les jours, c'est pas simple. On comprend pas toujours les choix qui sont faits. Il n'y a pas forcément de transparence de la part de l'équipe médicale sur les choses qu'il ou elle analyse. Il y a un côté flou, mais ça a son intérêt. En ce qui me concerne, moi quand je suis arrivé à l'hôpital, déjà on me parle de services libres pour certains services, d'hospice. Parler de services libres, est-ce qu'on entre vraiment librement en psychiatrie quand on est aussi enfermé par des pathologies en général, quand bien même la démarche vient de la personne, est-ce qu'on est vraiment libre de ça? Je parlerais plutôt de services ouverts pour ma part, encore que quand on peut pas sortir pendant des semaines d'un certain périmètre, on se demande aussi un petit peu c'est quoi un service ouvert, mais bon. Moi je suis arrivé à l'hôpital, j'ai découvert à l'hôpital que j'étais en addicto.
pour les premières semaines. Moi, j'arrivais à l'hôpital, je suis arrivé avec ma drogue, par exemple. On me l'a confisquée dès le départ. J'ai pas compris. Parce que j'ai pas compris qu'il fallait déjà que je passe par une phase de sevrage qui était totalement nécessaire. Se mettre à distance des substances qui nous ont servi pendant un moment d'automédication, c'est une nécessité pour éclaircir un petit peu l'esprit et pour que les soignants puissent voir comment on réagit dans un état entre guillemets naturel. Voilà. Déjà ça a été compliqué, et puis après il y a toute la psychiatrie générale où on a un rythme très régulier. Ça par contre effectivement je trouve ça très structurant, ça nous permet de retrouver un rythme qu'on a peut-être perdu. Mais voilà, dans mon cas je dirais que l'hospitalisation c'est une chance, c'est une opportunité. Au début j'avais vraiment honte, cette honte elle est vite partie quand j'ai vu les personnes que je côtoyais, les patients et les patientes, qui en fait sont simplement des gens qui cherchent à se faire aider et qui font la démarche d'accepter de l'aide, ce qui est déjà énorme. Une hospitalisation, quand vraiment on perçoit que la situation est devenue ingérable, je crois qu'il faut savoir l'accepter, je crois qu'il faut savoir la demander quand c'est nécessaire et pas le voir comme une espèce de honte avec de la culpabilité, quoi. C'est un parcours médical, on se fait soigner exactement comme si on a n'importe quelle pathologie physique, on accepte de se faire soigner, voilà. Merci à vous pour ce retour. J'ai l'impression en tout cas qu'on parle beaucoup de santé mentale, etc., mais que le prisme de l'hospitalisation reste encore malgré tout assez tabou. Donc je vous remercie d'avoir pris la parole à ce sujet. Et donc la deuxième partie de ma question comportait sur l'après-hospitalisation. Comment ça s'est passé pour vous, justement? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Comment vous l'avez vécu, ce retour, entre guillemets, dans le monde, dans la vie, dans le quotidien? Sacha? Alors moi, comme dit, je suis sortie de mon plein gré du service psychiatrique, mais en réalité, pour être honnête avec vous, je n'ai pas eu l'occasion de réellement travailler sur mes démons pendant cette hospitalisation. J'ai juste voulu mettre des œillères, me dire que ça va passer, ça va aller mieux. J'ai voulu reprendre une vie normale. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté tout traitement et toute psychanalyse. Je voulais me sortir de ce cauchemar et j'ai décidé de juste oublier ma dépression, de la mettre sur pause. Ça n'a pas été facile et c'était que du leurre en fait. En fait, j'ai trouvé d'autres centres de motivation. Je me suis dit, il faut que je cherche du boulot, il faut que je reprenne une vie active, que je reconnecte avec les gens qui m'entourent, faut que... Voilà, c'était juste des moyens pour me cacher la vérité et pour éviter de travailler réellement sur ce qui me mettait dans cet état-là. Ça a marché pendant un temps, j'ai réussi à juste oublier un petit peu ma dépression, la mettre de côté et l'oublier un petit peu. Mais le problème avec ça, c'est que je n'ai pas fait le travail que je devais faire pour régler ça. Je l'ai juste caché. Et au premier moment où une situation pouvait refaire surface, cette dépression, refaire surface tous ces traumas que je ne voulais pas travailler dessus, tout repart à zéro. Tout revient, tout est présent, tout envahit. Et c'est reparti pour un deuxième tour. Donc effectivement, oui, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'ai fait que des phases de haut et de bas. Et de très bas même. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette en face de mes traumas, que je les travaille. Et là, pour mon cas, j'ai décidé de faire le travail de moi-même. Mais la sortie, pour moi, pour ma part, n'a pas réellement réglé mes traumas et mes questionnements. J'ai juste voulu les cacher. La préhospitalisation, c'est quelque chose, hein. Franchement, quand on est cloîtré pendant des semaines dans un petit périmètre dont on n'a pas le droit de sortir, excepté quelques permes qu'on a, être confronté à la vie quotidienne, avec tout ce qu'elle implique, avec les gens, avec les foules, avec tout ça, c'est vraiment pas de la tarte. On s'imagine souvent qu'après une hospitalisation, le travail est fait.
En réalité, moi, les psychiatres ont bien insisté sur le fait que le travail commence, en fait. L'hospitalisation, elle est là pour nous faire traverser un moment de crise, un pic qui est devenu ingérable, mais le problème n'est pas réglé après. Ça, c'est quelque chose que l'entourage a du mal à comprendre. J'ai vraiment le sentiment que quand on sort de l'hôpital ou quand on a accès à des médicaments, d'un coup, tout est rose. L'entourage peut estimer que bon ça va, on peut retourner à la normale. Souvent c'est avec des bonnes intentions. Voilà, on va te remettre dans une vie normale, histoire que tu aies l'impression que tout est ordinaire et tout. Slow down en fait, tranquille, tranquille. On a besoin de s'isoler, on a besoin de vraiment prendre le temps de revenir dans un rythme à peu près ok, à peu près normal entre guillemets. Ce temps-là, il est long, il est vraiment long. Les psychiatres ont vraiment insisté à me dire plusieurs fois écoutez, vous revenez de loin, et histoire qu'on prenne conscience que ce qui s'est passé, c'est pas anodin, et que donc on peut pas se reconfronter comme ça, comme si de rien n'était, à une espèce de vie normale. Non, la vie est pas normale. La vie est pas normale. Le sera-t-elle un jour, quand on a pris conscience de certaines choses qui nous structurent? Mais on sait qu'on souffre sur des années de travail. Des années de travail. Ça peut prendre parfois toute une vie, on n'en sait rien. Quand on retombe dans des mécaniques, on a l'impression que c'est sans fin, que ça va être sans arrêt comme ça. Donc voilà, sortir d'une hospitalisation, c'est le début d'un long cheminement, mais vraiment quoi. Dans mon cas, contrairement à Sacha qui a eu le courage d'aborder ça toute seule, je sais que je suis pas encore en capacité de ne pas être aidé et de ne pas être médicamenté. Et ça, voilà, peu importe dans quel cas de figure on est, faut savoir s'écouter aussi un petit peu, se refaire confiance, et accepter que ça va prendre du temps, et il faut pas se confronter tout de suite à ce à quoi on n'est pas prêt à se confronter, en fait. Mais hospitalisation ou pas, hein, dès qu'on s'aperçoit qu'on a des troubles de santé mentale, je crois vraiment que la première chose à faire, c'est se mettre à l'abri. C'est aussi à ça que sert une hospitalisation, mais on peut le faire indépendamment de l'hospitalisation. Accepter d'imposer à notre entourage le fait que maintenant on va fonctionner comme ça. J'ai besoin de m'isoler, je vais m'isoler. Je passe une soirée avec vous, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de partir. Voilà, personne n'a rien à dire là-dessus en fait. Se mettre à l'abri, adapter son quotidien, c'est vraiment essentiel. Et c'est aussi de ça que dépend la démarche de soin de soi. Et là, parfois, il faut une certaine fermeté avec l'entourage. Et il faut que l'entourage soit en capacité de l'entendre. Voilà. Merci beaucoup, et en fait c'est super parce que Scandale, tu me lances sur le sujet que je voulais aborder justement maintenant, qui est le soin de soi, le prendre soin de soi, et aussi prendre soin des autres, quelque part, ça se rejoint. Justement, par tout ce que vous avez traversé, quel est aujourd'hui, après tout ce que vous avez vécu, que signifie pour vous prendre soin de soi? Comment vous le définiriez, et surtout comment vous le traduiriez dans le quotidien, dans votre vie? Scandale? Déjà, j'aime beaucoup le fait que tu as associé le fait de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Dans mon cas, c'est vrai que les troubles mentaux qui m'accompagnent ne font pas que générer de la souffrance pour moi. Bien sûr, pour moi, c'est une souffrance très récurrente, un chaos intérieur, une préoccupation constante, des choses qui tournent en boucle indéfiniment et qu'on refoule par moments parce qu'il faut bien essayer d'avoir une vie sociale. Mais tout ça, ça a vraiment des effets sur l'entourage. Dans mon cas, ce qui m'a incité le plus à accepter de faire cette démarche intérieure, ça a été de remarquer à quel point je pouvais être non seulement destructrice pour moi, mais aussi pour les autres. Hein. Vraiment, quand on a des colères qu'on n'arrive pas à maîtriser, quand on a des sautes d'humeur, quand on passe d'une pensée radicale à une autre, qu'on a des problèmes de perception de soi-même, de son environnement et des autres, on devient très très difficile à suivre. Ça peut être très violent pour les personnes qui nous accompagnent, mais ça peut aussi devenir une motivation pour accepter de faire le travail en se disant voilà, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les personnes à qui je tiens, parce que j'ai pas envie de continuer à faire du mal autour de moi. Ce qui demande beaucoup d'humilité et de retour sur soi. Hein. Après, prendre soin de soi, dans mon cas,
Qu'est-ce que c'est soi? Qu'est-ce qu'on est soi-même? C'est une question super difficile. Mm. De quoi on est fait au fond? Moi, je crois que les problèmes de santé mentale nous rendent humbles vis-à-vis de l'identité, surtout quand on a un trouble de la personnalité. L'identité, c'est super compliqué à comprendre. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se réduire à une case. C'est tellement mouvant, c'est tellement fragile, c'est tellement... ça bouge, ça se transforme. Donc prendre soin de soi, c'est déjà accepter de se transformer, accepter que ce qu'on a été, que ce qu'on a exprimé, ça peut appartenir au passé et qu'on peut petit à petit envisager de fonctionner différemment. Ça implique de laisser derrière soi parfois... C'est vraiment une forme d'abandon, comme un serpent qui mue et qui laisse derrière lui une vieille peau. Voilà, ça prend du temps, ça demande plusieurs mues, mais c'est aussi ça, prendre soin de soi. Dans mon cas, ce qui m'a aidé en l'associant au médical, ça a été la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, que je l'envisage comme une thérapeutique à part entière qui donne des outils pour avoir une introspection qui sont un minimum guidées et dirigées. Voilà, à l'hôpital, j'avais ramené mon petit hôtel, etc. Et les psychiatres m'ont laissé faire parce qu'ils se sont aperçus que, avec tout ça, il y avait une différence clinique. Au point que ma sortie de l'hôpital était conditionnée au fait que j'aille au monastère dans les semaines à venir, à la demande des psychiatres, parce qu'ils avaient compris que c'était important pour moi. Donc voilà, chacun doit trouver ses outils, ça peut être du développement personnel, ça peut être peu importe, voilà. On est seul à savoir ce qu'il nous faut, des fois ça prend du temps de s'en apercevoir, mais le soin de soi, c'est être disponible à la transformation, c'est avoir de la compassion pour soi, de la douceur pour soi, mais aussi de la compassion pour les autres, et ça nécessite de s'appuyer sur les outils qu'on est seul à vraiment pouvoir identifier comme étant une possible aide en fait. Oui, effectivement, parce que moi, pareil, j'étais en train justement de réfléchir à quels ont été les soins dont j'ai eu besoin et dont je me suis octroyée pour aller mieux. Et j'y ai réfléchi et quand tu en parlais justement, c'est là où j'ai réalisé que moi, j'ai passé mon temps de récupération et pour aller mieux à beaucoup méditer. Quand je dis méditer, c'est vraiment ne rien faire, coucher et juste autoriser l'introspection. Et c'est là, et c'est par ce biais en fait que j'ai également fait ma psychanalyse. Parce que automatiquement, plein de choses ont refait surface. Plein de choses ont fait surface et ont fait sens en fait. Pourquoi, du comment j'étais arrivée à ce point-là. Tout ce que j'avais besoin de travailler, tout ça m'est venu pendant mes séances de méditation dont je ressentais le besoin de faire. Et ça a été très important pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de régler certaines choses avec moi-même, d'être en paix avec moi-même, parce que je comprenais d'où venaient tous ces automatismes en fait, tout simplement. Et ça m'a permis de pouvoir y travailler dessus. Grâce à ça, j'ai réussi petit à petit à devenir autonome. Parce que avant, j'ai eu beaucoup de problèmes justement de dépendance affective. Je vivais ma vie à travers les autres. Je faisais plaisir aux autres. Je donnais tout aux autres, rien à moi. Le plaisir des autres faisait mon plaisir. Il y a beaucoup de choses que je comprenais pas et je me rendais pas compte que c'était pas forcément toujours sain d'esprit en fait. Tu t'es oubliée. Je me suis oubliée, je me suis grandement oubliée. Je vivais à travers les autres, tout simplement. Et petit à petit, grâce à ces séances de méditation que je me suis octroyées, j'ai compris ces choses. J'ai compris ces choses, ces mécanismes. J'ai pu travailler dessus. Et j'ai apprécié, grâce à ça, petit à petit, des moments seuls, rien qu'avec moi. Et j'ai réussi à créer des petites routines, seule, chez moi. Et j'ai réussi à penser petit à petit à moi, rien qu'à moi. Et étrangement, par le biais en fait où j'apprenais à m'aimer moi, j'ai réussi à mieux aimer les autres autour de moi. En me respectant moi-même, je réussis à respecter les autres, à comprendre aussi quelle réaction est peut-être un peu toxique, quelle réaction n'est pas saine. Et aujourd'hui, j'arrive maintenant à faire le discernement, à comprendre beaucoup de choses par rapport aux relations avec les autres. Et je trouve que c'est gratifiant, en fait. Même pas simplement gratifiant, mais je suis en paix avec moi, avec les autres. Et ça me fait beaucoup de bien au quotidien. Et aujourd'hui,
j'ai un rapport avec moi-même et les autres beaucoup plus sain. Voilà. Si je peux revenir encore un instant là-dessus. Le soin de soi, ça peut être aussi la médicamentation dans certains cas. Dans mon cas, ça a été extrêmement compliqué de l'accepter parce que j'avais l'impression que c'était une forme de faiblesse. J'avais l'impression que c'était à moi de parvenir par moi-même à dépasser ça. Et c'est super que des personnes comme toi, Sacha, arrivent à le faire. Je suis vraiment admirative, en fait. Moi, j'ai mis vraiment du temps à accepter les médicaments. Honnêtement, aujourd'hui, je vois la différence à plein de niveaux. Voilà, c'est encore faut-il que les médicaments soient adaptés. Mhm. Il y a une chose que tu as dit, Sacha, qui m'a marqué. Tu as parlé d'automatisme que tu avais. Et je pense vraiment qu'on ne se rend pas compte, avant d'avoir fait une démarche intérieure, à quel point on est parfois en mode automatique, à quel point on est persuadé d'être libre de nos émotions, de nos décisions, de nos choix, de nos perceptions, de nos opinions, alors qu'en réalité, on est complètement déterminé par des choses qui nous dépassent et qui font de nous des petits êtres mobilisés par leurs habitudes, leurs réflexes, leurs automatismes et parfois par leurs troubles. Et c'est vraiment en ça, je crois, que le soin de soi rejoint une véritable démarche intérieure d'identification des automatismes et de dépassement, de transformation quand c'est possible, avec beaucoup de patience et beaucoup de douceur pour soi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup, Sacha et Scandale, pour tout ce que vous nous avez livré. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, si vous avez... Alors ça va être une question très compliquée avec tout ce qui a été dit, mais on va essayer. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent à propos de la santé mentale, de leur santé mentale, de notre santé mentale, quel serait-il ce conseil ? Scandale ? C'est peut-être un peu prétentieux d'imaginer que j'ai des conseils à donner, hein. Mais si je devais avoir un retour sur tout ça, si vous êtes concerné par des problèmes de santé mentale, vous êtes seul. La solitude... Boum. C'est dur, hein. Non, vous êtes seul. Voilà, ça c'est vraiment la première acceptation, c'est de remarquer qu'on est seul. La solitude, elle est terrible dans ces moments-là, mais elle n'est pas une fatalité. Solitude n'est pas forcément égale à désespoir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand bien même on est seul à vraiment percevoir, ressentir ce qui nous traverse, malgré ça, une aide extérieure est possible. Malgré ça, accepter les mains tendues, ça peut nous aider. Quand bien même les autres ne font pas le travail à notre place, quand bien même les autres ne perçoivent pas ce qu'il peut y avoir en nous, quand bien même on est seul, et c'est une réalité, une aide extérieure continue, je pense, d'être pertinente. Deuxième aspect, non pas de conseils, mais de choses que j'aurais à dire aux personnes, cette fois-ci, qui accompagnent les personnes qui ont des troubles mentaux, compassion. Compassion. Et ça veut dire quoi, la compassion ? Accepter que vous ne comprenez pas et que vous ne comprendrez pas ce que la personne vit. Accepter qu'elle soit un mystère. Accepter que pour un temps au moins, elle ne se réduise pas à ce que vous voulez qu'elle soit, à ce que vous désirez qu'elle soit, à ce que vous craignez qu'elle soit, mais de continuer de l'aimer pour le mystère qu'elle constitue et de l'encourager, de la soutenir à hauteur de ce qu'on peut, sans forcément chercher à faire un travail de psy à la place des psys, mais juste en disant « Écoute, prends courage, fais-toi aider, on est là s'il y a le moins de soucis, à chaque fois que tu nous solliciteras, on sera là, mais ne pas prétendre qu'on est en capacité de comprendre la personne et de lui dicter ce dont elle a besoin. » Voilà, je pense que dans mon cas, ça se résumerait à ça. Sacha ? Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est tout simplement de savoir prendre son temps, d'aller à son rythme et de faire comprendre aux autres qui nous entourent que vous avez besoin d'aller à votre rythme. Je dirais également de savoir faire une introspection. Moi, c'est ce qui m'a aidée en tout cas, parce que vous pouvez avoir beaucoup de propos, d'arguments qui viennent de l'extérieur, qui peuvent un petit peu vous embrouiller la tête, qui vous disent un coup oui, un coup non, un coup une chose, l'autre coup son inverse.
Sachez faire discernement de tout ça. Je pense que c'est important, comme tu le disais, Scandale, tu parlais de solitude justement. Moi, je pense que c'est important aussi de renverser la situation. Moi, la solitude me détruisait, j'ai réussi à en faire une force. Grâce à la solitude, j'ai réussi à faire le travail sur moi-même. Grâce à la solitude, j'ai réussi tout simplement à mettre en lumière ce qui me bloquait, ce qui m'enchaînait au fond. Je pense que c'est important de créer aussi des petites routines saines qui vous mettent à l'aise, qui vous font vous sentir bien en fait, tout simplement. Prendre tout ce qui vous fait vous sentir bien, à l'aise, et se concentrer sur ça. Alors c'est jamais très facile hein, quand on est dans un état d'esprit où tout va au plus mal, mais savoir capter les toutes petites lumières que vous pouvez dans tout ce grand noir, et essayer de récolter toutes ces petites lucioles et juste en faire une plus grosse lumière, et puis petit à petit la chérir, et vous allez voir que on peut s'en sortir du noir, ça ne nous colle pas toujours à la peau. Il peut rester des résidus, ça je vous le cache pas, mais il n'y a jamais... c'est une question d'équilibre, il n'y a pas de noir sans blanc. Mais ouais, c'est les petits conseils que je peux donner. Et puis juste pour rajouter encore un tout petit truc, essayez de se rappeler, quand bien même c'est compliqué hein, quand on est dans le creux de la vague, mais essayez de se rappeler que c'est pas le désespoir en lui-même n'est pas une fatalité. Par moment, il peut même être une opportunité, vraiment, pour se comprendre mieux. Et moi, c'est comme ça que je le vis après coup. Je suis loin d'être au bout du chemin, je suis loin d'avoir réglé le problème de la souffrance qui est depuis longtemps un des axes centraux de ma vie, mais en tout cas, je vois le moment de crise que j'ai traversé ces derniers temps avec davantage d'intensité comme une opportunité que j'ai eue de comprendre plein de choses. En fait, je pense que tu es d'accord avec moi, Sacha, Oui, parce tout à que fait. chez toi, j'ai l'impression quand même que le travail s'est fait... t'a permis de découvrir aussi ta transidentité, de la Ouais. comprendre. Mhm. Donc ça montre à quel point ça ouvre sur nous-mêmes aussi par moments, quoi. Exactement. Et surtout ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser. C'est ok de pas aller bien. C'est ok de pas aller bien. Et il n'y a pas besoin de... Enfin, faites filtre de ce qu'on peut dire à l'extérieur. Là, ce qui est important, c'est vous et vous Eh seuls. bien, merci encore à vous. Merci encore à vous, Sacha et Scandale. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce 3e épisode de Not All Queer. Ah, il aura mis du temps celui-là à venir, hein. Ouais. Non, un sujet assez sérieux, assez lourd, mais on espère qu'en tout cas, ça vous a plu et que je pense qu'on a dit pas mal de choses qui... On a balayé plein de Ouais, trucs, on a hein. balayé pas mal de sujets. Donc, c'était un sujet qui nous tenait à cœur de faire. Donc, voilà. Clairement. Et si jamais il y a des choses qu'on a dit qui peuvent heurter des gens ou quoi, moi je sais pas, n'hésitez pas à nous faire vos retours et puis que ça puisse ouvrir aussi sur un temps d'échange. Ouais. On s'imagine pas du tout avoir la science infuse, on parle un peu de nos parcours à nous. Si ça peut ouvrir sur un temps de partage aussi, on est tout à fait disposé à ça, quoi. Ouais. Oui, nous rappelons que justement, ce podcast, on part de nos vécus, de nos expériences à nous sur diverses thématiques et qu'en aucun cas nous avons prétention à détenir la ou les vérités, que c'est nos parcours et que nous nous servons de nos expériences et de nos parcours pour interroger des choses, des éléments plus vastes. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos parcours, de vos réflexions, pour que ça puisse ainsi participer et profiter à tout le monde. Exactement. Et puis merci Coco Chapeau d'avoir guidé cet Oui. épisode. On vous dit à bientôt les auditoristes. À bientôt. Bye bye. On vous aime. Mouah, mouah. Ouh là 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 là. Ah, nougatine et velouté, la vie et les paillettes. Waouh. À vous les studios. Merci. Ciao. C'est dans la boîte. Not all queer. La décadence. Not all queer.